Voilà, je vous rappelle, ou j'apprends à ceux qui viennent pour la première fois, que nous sommes en train de parler des concepts et notamment de poser la question de savoir ce qui individualise un concept, c'est-à-dire ce qui fait du concept le concept qu'il est et pas un autre, ce qui distingue entre eux les différents concepts. Et la réponse que nous étions en train d'examiner, qui a été présentée en tout cas en détail la dernière fois, c'est l'idée que ce qui sert à individualiser un concept, ce qui fait du concept le concept qu'il est, c'est ce dont il est le concept. Donc on a un concept de tigre, c'est le concept qui se rapporte au tigre, et on a un concept de chat, c'est le concept qui se rapporte au chat. Ce qui distingue les concepts, c'est qu'ils ne portent pas sur la même chose. Ce sur quoi porte un concept, c'est techniquement la référence du concept. Et l'intérêt de cette idée que la référence du concept est ce qui permet de l'individualiser, c'est que ça rend notamment le concept indépendant de nos croyances, de toutes nos représentations au sujet de ce sur quoi porte le concept. Les représentations en question, c'est ce que j'ai appelé, suivant les philosophes, la conception. La conception peut évoluer, elle peut changer, on peut aussi se tromper, mais le concept, il a, lui, une certaine stabilité. Et c'est important de garantir cette stabilité pour les raisons que j'avais évoquées dans une séance précédente. Donc, bien entendu, la conception et le concept vont de pair. Dans la conception, ma conception des tigres, c'est une conception qui convient au tigre, qui correspond au tigre. Ce que je crois des tigres, c'est en gros toutes sortes de choses qui sont vraies des tigres. Le fait que ce soit de gros animaux avec des rayures noires et jaunes, etc., tout ça, c'est des choses qui sont appropriées, donc c'est des choses qui sont dans ma conception. Mais il y a une possibilité quand même que la conception soit erronée et qu'elle contienne des choses qui ne conviennent pas au tigre. Donc c'est important de séparer ces deux facteurs. De quoi c'est le concept d'un côté, et d'autre part, qu'est-ce qu'on croit au sujet de ces choses, et ça concerne plutôt la conception. Et même si, de façon générale, ça va ensemble, parce que nos croyances sont globalement justifiées, néanmoins, il y a des possibilités de divergence. Et c'est important de faire une place à ces possibilités, parce que c'est simplement la possibilité de l'erreur. Et il y a des théories qui ne donnent pas de place à l'erreur. Notamment, une théorie que j'ai évoquée dans les premières séances, qui consiste à dire que c'est la conception qui détermine ce sur quoi porte le concept, qui fixe la référence. C'est une conception très répandue, je ne devrais pas employer le mot conception, et c'est une idée, une théorie qui est très répandue, mais ça ne peut pas être le cas, parce que si vraiment c'était la conception qui fixait la référence, ce sur quoi porte le concept, alors il n'y aurait pas de place pour l'erreur, puisque il y aurait forcément une correspondance entre ce que nous croyons et ce sur quoi portent nos croyances. On ne pourrait jamais se tromper, nos conceptions ne pourraient pas être fausses, parce que c'est la conception qui détermine à quoi on pense. Donc, une conception qui ne conviendrait pas au tigre ne se rapporterait pas au tigre, et par conséquent, elle ne serait pas erronée, parce qu'elle est erronée précisément parce qu'elle se rapporte au tigre et qu'elle attribue au tigre des propriétés qu'ils n'ont pas. Donc on veut maintenir une certaine indépendance du concept et de la conception, et cette théorie selon laquelle ce qui individualise le concept, ce qui fait l'identité d'un concept, c'est ce sur quoi il porte, ça nous dit effectivement que c'est indépendant de la conception. C'est quelque chose qui est donné de façon indépendante. C'est un facteur séparé, en quelque sorte. Mais le problème avec cette théorie, qui a cet avantage très important, de maintenir l'indépendance du concept par rapport à la conception, et donc de garantir la stabilité du concept à travers les changements de conception, ce qui est une autre chose fondamentale. Fondamentale notamment, je vous ai dit, parce que il est possible de changer d'avis. Mais qu'est-ce que c'est de changer d'avis? Ça veut dire qu'il y a une certaine pensée à laquelle vous adhérez, disons, à un certain moment. C'est quelque chose que vous êtes prêt à souscrire à cette pensée. Et puis, quand vous changez d'avis, vous adoptez une attitude différente vis-à-vis de cette pensée. Vous pensez en fait que ce n'est pas vrai. Et ça suppose que ce soit toujours la même pensée, avant et après. Toujours la même pensée, donc toujours les mêmes concepts qui sont les constituants des pensées. Donc, à un moment, vous pensez que les tigres ronronnent, puis vous changez d'avis, vous apprenez, vous découvrez qu'en fait, ce n'est pas vrai, les tigres ne ronronnent pas. La conception change, mais c'est toujours au tigre que vous pensez. Mais si
concept de tigre était individualisé notamment par la conception, eh bien, ce ne serait plus le concept de tigre, ça deviendrait un nouveau concept. Vous auriez changé de concept parce que vous avez changé de conception. Non, on veut que ce soit toujours le même concept, car sinon la notion de changement d'avis ne peut plus être formulée comme je l'ai fait en disant qu'il y a une seule et même pensée, telle que l'attitude du sujet change vis-à-vis de cette pensée. Donc c'est important la stabilité, et pour ça on peut la garantir en dissociant le concept et la conception. Et cette dissociation, elle nous est donnée à partir du moment où on individualise le concept par la référence, par ce sur quoi il porte. C'est pourquoi cette théorie a paru et paraît toujours très attirante pour beaucoup de théoriciens. Et néanmoins, il y a d'excellentes raisons de la rejeter, cette théorie, comme je disais à la fin de la séance précédente. Et les raisons sont des raisons bien connues. Mais comme la théorie est attirante, malgré les raisons bien connues, les gens y reviennent quand même, essaient de mettre entre parenthèses les objections ou de trouver des réponses. Donc les objections, ce sont les objections qu'on peut dire frégéennes. Elles viennent notamment de cet article de Frege, où Frege distingue justement la référence, ce sur quoi porte une expression linguistique ou une représentation mentale, la référence, et d'autre part, la façon dont la chose en question est représentée, ce qu'il appelle le sens. Donc il oppose le sens et la référence, ou le sens et la dénotation. En français, il y a eu un peu de flottement quant à la traduction de l'allemand Bedeutung, qui, moi j'emploie en général référence. Donc il y a ces deux choses, ce qui est représenté et la façon dont c'est représenté. Et ce que dit Frege, c'est qu'on ne peut pas précisément... ce qui compte, enfin, la référence c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant pour distinguer. Alors lui s'intéressait aux expressions linguistiques, mais c'est pareil dans le cas des concepts. On ne peut pas individualiser le concept par ce sur quoi il porte. Il faut faire une place pour la façon dont le concept représente ce sur quoi il porte. Pourquoi ? Tout simplement parce que, et c'est ça le point essentiel qu'apporte Frege, c'est cette observation que dans beaucoup de situations, nous avons des concepts distincts qui se rapportent à la même chose, mais qui sont distincts. Et ça montre qu'on ne peut pas individualiser le concept par sa référence, parce que si on le faisait, à ce moment-là, deux concepts qui se rapportent à la même chose seraient le même concept. Le type d'exemple, c'est le type d'exemple dont je vous parlais la dernière fois, en disant qu'on peut se représenter le même individu, Emmanuel Macron, comme le président de la République, ou comme le mari de Brigitte, si on se trouve connaître Brigitte. Ce sera le même individu, mais il est représenté de deux façons complètement différentes. Et on a envie de dire que ce sont deux concepts différents. Alors, ce type d'exemple, il y a une industrie philosophique de discussion, d'articles, etc., qui porte sur ces questions. J'avais moi-même consacré une séance d'un séminaire en 2020 là-dessus, les cas frégéens. Les cas frégéens, ce sont les cas où un sujet qui est rationnel, c'est ça qui est important, un sujet qui ne... On peut même supposer qu'il est un maître logicien, qui ne se contredit pas, en fait, qui fait en sorte de ne pas se contredire. On peut imaginer un tel sujet qui a, vis-à-vis d'un certain objet, des attitudes qui sont objectivement contradictoires, au sens où le sujet est prêt à attribuer à cet objet une propriété et son contraire. Et dans la mesure où le sujet est rationnel, ce que dit Frege, c'est que quand il attribue une propriété à l'objet et quand il attribue la propriété contraire à son objet, il se représente l'objet de deux façons différentes. Il ne se rend pas compte que c'est le même objet. Et donc, il y a une pensée qu'il accepte et une pensée qu'il rejette, certes, et ces deux pensées attribuent au même objet la même propriété, mais l'objet est représenté de deux façons différentes. Et ce que Frege dit, c'est que la pensée est différente parce que justement, le mode de présentation est différent et le mode de présentation fait partie de la pensée. Ce qui suggère que le mode de présentation et le concept est un constituant des pensées, ça suggère que le concept c'est le mode de présentation et que ça ne suffit pas du tout qu'on ait la même référence pour qu'on ait le même concept. Il faut aussi qu'on ait le même mode de présentation. Mode de présentation, c'est un terme un peu technique de Frege, mais je vais revenir sur ce que ça veut dire. En tout cas, quel genre d'exemple donne Frege lui-même ? Son exemple initial, bien connu, c'est l'exemple de l'étoile du matin et l'étoile du soir. Il utilise cet exemple pour introduire la distinction au sens référence. Il dit « Il est naturel d'associer un signe comme
outre ce qu'il désigne, et qu'on peut appeler sa référence, ce que je voudrais appeler le sens du signe, où est contenu le mode de présentation de l'objet. Il dit la référence d'étoile du soir et d'étoile du matin est la même, mais leur sens est différent. Donc il y a un corps céleste qu'on voit le matin, et puis il y a un corps céleste qu'on voit le soir, et avant qu'on se rende compte que c'était le même, que c'était une planète, et que c'était Vénus, même chose qu'on voit le matin et qu'on voit le soir, les gens pensaient à des étoiles fixes, distinctes, l'étoile du matin, l'étoile du soir. Ils ne se rendaient pas compte que c'était le même corps céleste. Ça a été une découverte empirique, nous dit Frélieu. Donc dans ce cas-là, c'est le même objet, le même corps céleste qu'on se représente de deux façons différentes, et c'est ça le point important que dit Frélieu. Oups, excusez-moi. Il dit « La pensée contenue dans l'étoile du matin est un corps illuminé par le soleil, est différente de la pensée contenue dans l'étoile du soir est un corps illuminé par le soleil. » C'est en quelque sorte la même pensée, mais on a remplacé étoile du matin par étoile du soir. Ces deux expressions ou ces deux concepts, si on regarde sur le plan de la pensée proprement dit, font référence à la même chose, puisqu'il s'agit de Vénus dans les deux cas. Mais, dit Frélieu, si quelqu'un ignorait que l'étoile du soir est l'étoile du matin, il pourrait tenir l'une de ses pensées pour vraie et l'autre pour fausse. Et c'est ça un cas frélien. Un cas frélien, c'est un cas où quelqu'un de rationnel, un très bon logicien, parce qu'il lui manque une information empirique, pense que l'étoile du matin est un corps illuminé par le soleil, mais il ne pense pas l'étoile du soir est un corps illuminé par le soleil. Il a ces deux pensées, il y en a une qu'il accepte, il y en a l'autre qu'il rejette. En fait, il s'agit du même objet et de la même propriété qu'on lui attribue dans les deux cas, mais c'est quand même deux pensées différentes parce que le mode de présentation est différent. Une pensée, c'est fait avec des concepts, donc ça veut dire qu'il y a un concept constituant de la pensée qui est différent, et ça veut dire que quand on a remplacé une description par l'autre, on a changé de concept. On a remplacé le concept étoile du soir par le concept étoile du matin, ou l'inverse. Donc c'est ça l'idée. Et les cas fréliens, c'est toujours des cas où un sujet rationnel, parce qu'il lui manque une information empirique, disons, commet une sorte de contradiction, s'engage vis-à-vis d'une sorte de contradiction objective, mais il ne peut pas se rendre compte que c'est une contradiction, parce qu'il lui manque justement l'information que c'est le même objet. Donc, du point de vue interne, il ne se contredit pas. Logiquement, son raisonnement est impeccable, parce qu'effectivement, il y a une pensée qu'il accepte et une autre pensée qu'il rejette, mais ce n'est pas la même pensée puisque le mode de présentation est différent. Il y aurait une faute de logique si c'était le même mode de présentation, si c'était la même pensée qu'il rejetait et qu'il acceptait en même temps. Mais là, ce n'est pas le cas. Il accepte une pensée, il rejette l'autre, et bien que cette pensée soit à propos du même objet, et attribue une certaine propriété à cet objet, néanmoins, parce que l'objet est représenté de deux façons différentes, il y a deux pensées différentes, et donc il n'y a pas de contradiction du point de vue du sujet. Pas de contradiction que le sujet puisse détecter. Alors, vous avez vu le prochain exemple. Dans cette séance que j'avais consacrée au cas frélien, j'avais donné beaucoup d'exemples tirés de la littérature, et là j'en sélectionne quelques-uns pour que vous voyez que c'est toujours la même structure. Ça, c'est Clark Kent et Superman. C'est le même individu, ceux qui connaissent l'histoire le savent, parce que Clark Kent devient Superman régulièrement quand il s'agit d'aller sauver, d'aller faire le bien. Mais il a des propriétés très différentes en tant que Clark Kent et en tant que Superman. Et il y a Lois Lane, qui est l'amie de la collègue de Clark Kent, qui admire énormément Superman, évidemment. C'est un super-héros. Et elle a toutes sortes d'attitudes vis-à-vis de lui qu'elle n'a pas vis-à-vis de son collègue Clark Kent. Donc son collègue Clark Kent, elle l'aime bien, mais elle le trouve un peu ennuyeux, etc. Et puis elle ne pense pas qu'il ait de propriétés extraordinaires. Elle sait bien qu'il ne peut pas voler, par exemple. Mais par contre, Superman, elle pense que Superman vole, ce qui est formidable. Donc elle pense que Superman vole, mais elle ne pense pas, et elle pense même le contraire, que Clark Kent vole. Si on lui dit « est-ce que Clark Kent vole ?», elle va dire bien sûr que non. Et pourtant, Clark Kent et Superman, c'est le même individu. Donc elle pense à propos de ce même individu, à la fois qu'il vole et qu'il ne vole pas. Mais ce n'est pas une contradiction, parce que l'individu est représenté de deux façons différentes dans les deux cas. Donc la pensée est différente, parce que, dit Frege, la pensée, ce qu'elle contient, c'est le mode de présentation, le concept en tant qu'il est individualisé, notamment par le mode de présentation. Le fait que ce soit le même individu ne suffit pas de faire que ce soit la même pensée quand vous pensez à cet individu comme Clark Kent et quand vous pensez à lui comme Superman.
Donc elle est prête effectivement à attribuer des propriétés contradictoires parce qu'elle ne se rend pas compte que c'est un seul et même individu. Et un exemple, mon exemple favori, que j'utilise beaucoup et que je reprendrai encore aujourd'hui, c'est l'exemple de Romain Gary, l'écrivain, et Émile Ajar, l'écrivain. Il se trouve que c'est le même écrivain parce que Romain Gary, d'ailleurs Gary c'était un pseudonyme aussi, mais il a pris un nouveau pseudonyme à un moment de sa carrière, il s'est mis à écrire sous le nom, il avait écrit d'ailleurs sous pas mal de pseudonymes, il aimait bien ça, et en tout cas il s'est mis à écrire sous le nom de Émile Ajar, mais de façon secrète. Personne ne savait que c'était le même individu. Alors ce qui est intéressant, c'est une histoire extrêmement intéressante, c'est l'attitude des critiques littéraires. Les critiques littéraires considéraient que Romain Gary c'était un has-been, c'est fini, un type sans avenir comme écrivain. Et au même moment, Gary publiait sous son nom et sous le nom d'Ajar. Et Ajar, par contre, c'était le grand écrivain d'avenir. Et donc c'est intéressant parce que les critiques littéraires, ils jugeaient que Ajar est un grand écrivain d'avenir, et ils ne jugeaient absolument pas que Gary était un grand écrivain d'avenir. Ils pensaient exactement le contraire, ils pensaient que c'était un has-been. Donc ils attribuaient des propriétés contradictoires à ce qui en fait était un seul et même individu, en tout cas un seul et même écrivain. Et c'est possible parce qu'ils se le représentaient de deux façons différentes. Ils avaient, comme je disais la dernière fois, deux dossiers mentaux différents, un sur Ajar, un sur Gary. Ils n'avaient pas du tout le même contenu dans ces deux dossiers-là. Et donc des exemples de ce genre, il y en a beaucoup. Il y a aussi une série d'exemples dont j'avais parlé qui font intervenir ce que j'appellerais dans la dernière séance des concepts indexicaux, des représentations comme des représentations de soi-même, moi-même. Ça, c'est l'exemple du pantalon en flamme, un exemple un peu bizarre, dû à David Kaplan, qui suppose que quelqu'un se voit dans le miroir, enfin voit quelqu'un et s'aperçoit que le pantalon de la personne qu'il voit est en train d'avoir pris feu. La personne en question pense « Oh, son pantalon est en feu, il a le pantalon qui flambe » ou quelque chose comme ça. Évidemment, il ne pense pas « Mon pantalon flambe ». S'il pensait « Mon pantalon est en feu », il réagirait, etc. Alors que là, enfin, c'est ça l'exemple. L'exemple, c'est qu'il y a un seul et même individu qui est le sujet lui-même. Le sujet se voit dans le miroir et à propos de lui-même, en tant que vu dans le miroir et sans se rendre compte que c'est lui-même, il pense que son pantalon est en flamme. Mais il ne pense pas que lui-même a son pantalon en flamme. Et c'est le même individu, mais deux concepts différents, dont un des concepts est un concept spécial, puisque c'est le concept de soi. Il y a toute une littérature sur ce type d'exemples qui sont des cas frégéens faisant intervenir le concept de soi. C'est-à-dire des cas où le sujet se représente lui-même, normalement, mais en même temps, il a une représentation en troisième personne de quelqu'un qui se trouve être lui-même, sans qu'il se rende compte que c'est lui-même. Il y a un exemple que cite John Terry, ce n'est pas l'exemple fameux que je vais introduire là du supermarché, mais c'est un autre exemple du Ernst Mach, qui est un exemple de Mach lui-même qui décrit un cas où à l'époque il y avait des grands miroirs au bout des bus, dit-il, et en montant dans le bus par l'avant, il se voit lui-même dans le miroir, mais il ne se rend pas compte que c'est lui-même, et il porte un jugement plutôt négatif sur la personne qu'il voit, et avant de se rendre compte que c'est lui-même. Mais enfin, c'est intéressant la façon dont Marc commente sur cet exemple. Mais bon, je ne vais pas. L'exemple de Perry, il est extrêmement connu, et un certain nombre d'entre vous le connaissent. C'est Perry qui est dans un supermarché avec son chariot, et il s'aperçoit qu'il y a une traînée de sucre au sol, laissée par quelqu'un, et il suppose que le sachet de sucre de la personne dans son chariot est déchiré. Et il se dit, et il se dit, je devrais peut-être trouver la personne pour lui dire. Donc il suit la trace, et il s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'il suit, il ne trouve pas la personne, il tourne dans les rayons, etc. Et il s'aperçoit que la trace, la traînée de sucre devient de plus en plus épaisse. Et au bout d'un moment, comme il dit, il a une illumination. J'étais le client que j'essayais de rattraper. Il se rend compte que c'est lui-même. Et effectivement, il y a ce sachet de sucre déchiré dans son caddie. Et donc là, il avait la pensée que ce type a son sachet de sucre déchiré, il faut l'empêcher il faut le prévenir avant que ce soit trop problématique. Il a cette pensée qu'il porte en fait sur lui-même, puisqu'il est la personne qu'il essaie de rattraper. Mais il a cette représentation en troisième personne,
de lui-même, et après, quand il réalise, quand il a l'illumination, il a une pensée en première personne. J'ai un sachet de sucre déchiré dans mon caddie. Et à ce moment-là seulement, il agit pour faire le nécessaire et retrouver le sachet en question. Donc il y a ce type d'exemples qui sont très intéressants si on s'intéresse au concept de soi et au concept indexicaux, mais ce n'est pas mon objet aujourd'hui. Parmi les classes d'exemples, donc il y a la classe d'exemples qui font intervenir des concepts indexicaux, et il y a une classe d'exemples qui fait intervenir des noms distincts. Évidemment, c'est très facile pour fabriquer un cas freudien. S'il y a quelqu'un qui possède deux noms différents, bah, c'est facile d'imaginer que quelqu'un ne sache pas que ce soit la même personne. C'est le cas avec Romain Gary et Émile Ajar. Enfin, ce n'est pas la seule propriété, évidemment, mais il y a deux noms différents qui sont associés. Donc vous pouvez créer effectivement deux dossiers mentaux différents, Émile Ajar, Romain Gary. De même, avec Superman et Clark Kent, il y a aussi deux noms différents, donc ça compte. Et parmi les exemples discutés dans la littérature, il y en a beaucoup d'autres de ce genre. Il y a Cicéron en anglais, on l'appelle Cicéron, on l'appelle aussi Tully, Marcus Tullius, donc quelqu'un, un écolier, peut ne pas se rendre compte que c'est la même personne. Un autre exemple cité, c'est Mark Twain, l'écrivain. Là aussi, c'était un nom de plume. Son vrai nom, c'est Samuel Clemens, mais il peut y avoir quelqu'un qui ne sait pas que Mark Twain et Samuel Clemens sont la même personne, donc il pourrait y avoir un cas freudien de ce genre. Un cas particulièrement intéressant, et malheureusement, je n'aurai pas le temps de l'analyser, c'est un cas où il n'y a pas de nom, mais le sujet croit qu'il y a deux noms. C'est le cas de Paderewski. Paderewski est quelqu'un, c'est un peu comme Clark Kent et Superman, c'est quelqu'un qui a eu en quelque sorte deux carrières, une carrière comme musicien et une carrière comme politicien, deux carrières très différentes. Et donc, Kripke, qui introduit l'exemple, dit que quelqu'un pourrait entendre parler de Paderewski, le musicien, et entendre parler de Paderewski, le politicien, et à cause de la différence du type de personnage dont il s'agit, supposer qu'en fait il y a deux Paderewski. Donc dans son esprit, il y a deux Paderewski. Et donc il pourrait très bien penser à un Paderewski qui a une propriété, du genre qu'il a beaucoup de talent et en musique, et ne pas attribuer cette propriété à ce qu'il croit être l'autre Paderewski. Et dans un cas de ce genre, il y a un seul nom, mais il y a quand même deux dossiers mentaux, et il y a un cas freudien, puisque le sujet attribue des propriétés contradictoires au même individu, sans se rendre compte qu'il s'agit du même individu. Donc là, il n'y a pas de nom, il n'y en a qu'un, mais c'est comme s'il y avait deux noms. Ça entre un peu dans la même catégorie. Alors avant de poursuivre, je dois signaler que tous les exemples que je prends sont des exemples de représentation d'objets particuliers, d'individus, de personnes. Je crois que là, j'ai eu que des personnes, dans tout, aussi avec l'étoile du matin, l'étoile du soir, c'est différent. Mais en tout cas, il s'agit d'objets particuliers. Mais on a exactement la même chose avec des catégories plus générales. Notamment, quand on parle de concepts, on pense à des catégories générales. Et j'ai dit qu'on pouvait étendre la notion de concept aux concepts singuliers qui portent sur des individus particuliers. Mais si on prend des concepts ordinaires, on a aussi cette possibilité de cas freudien qui va notamment de pair avec le fait qu'il y ait deux mots différents. C'est un peu comme les cas où il y a deux noms différents. Donc, supposez quelqu'un qui a besoin d'aller chez l'ophtalmologiste parce que son médecin lui a dit « bon, bah, prenez rendez-vous avec l'ophtalmo ». Et cette personne peut se retrouver devant une plaque comme celle-là, et il a l'intention de prendre rendez-vous avec un ophtalmologiste et il en cherche, mais voyant cette plaque, il ne va pas pousser la porte pour aller prendre rendez-vous ou prendre note du numéro de téléphone, tout simplement parce qu'il ne sait pas qu'un occuliste et un ophtalmologiste, c'est la même chose. Donc ce serait un cas freudien, où on peut fabriquer à partir de là un cas freudien, où le sujet pourrait croire certaines choses sur les ophtalmos et ne pas croire la même chose sur les oculistes, alors même que les oculistes et les ophtalmos, c'est la même chose. C'est des mots qui sont synonymes. Alors des exemples de ce genre induisant des cas freudiens à propos de catégories générales, il y en a aussi beaucoup dans la littérature. La littérature en anglais, notamment, fait appel à des synonymies en anglais. Par exemple, vous avez deux mots pour désigner les ajoncs en anglais, et donc on pourrait avoir quelqu'un qui ne sait pas que furs et gorse, c'est la même chose, et donc il croit une chose à propos de furs et il ne croit pas à propos de gorse. Et pareil, les marmottes, il y a deux mots pour marmotte en anglais, et donc on peut très bien avoir un cas freudien de la même façon. Donc j'ai mentionné Kripke parce que c'est lui qui a introduit l'exemple de Paderewski, aussi l'exemple de Mark Twain
et Samuel Clemens, ils le discutent. Mais il y a un exemple particulièrement intéressant qu'ils discutent et que je voudrais analyser. C'est l'exemple de... Alors il appelle Pierre, dit-il, il utilise le prénom français, Pierre, et il décrit Pierre comme étant quelqu'un de monolingue, quelqu'un qui ne parle pas anglais, un français ordinaire, qui a entendu parler de Londres, la capitale du Royaume-Uni, et donc il a entendu sur Londres ce qu'on peut entendre sur Londres quand on est français, donc c'est une belle ville, qui a Big Ben, la relève de la garde, enfin tous ces trucs, il a vu des images comme celle-là, etc. Donc il a toutes sortes de connaissances au sujet de la ville de Londres. Et ce que nous dit Kripke, c'est que ce Pierre se trouve dans des circonstances obscures, transporté à Londres à son insu, enfin à son insu. Il se rend bien compte qu'il est transporté quelque part, mais il ne sait pas du tout où, et il se retrouve à Londres, mais il ne sait pas que c'est Londres, parce que les gens autour de lui, d'abord il doit apprendre le langage, c'est pas facile, et puis la ville, localement, est désignée comme London. Donc il ne fait pas l'hypothèse que c'est Londres, il se trouve transporté dans un coin de Londres qui n'est pas particulièrement ragoûtant. Et donc il forme, c'est là qu'il habite, il apprend la langue, etc. Et il a gardé ses connaissances encyclopédiques d'avant, et donc il a toujours ce dossier mental sur Londres, cette ville, capitale, Big Ben, tout ça. Et il a maintenant un dossier mental sur la ville où il vit, qui est London. Et donc c'est un cas freudian avec deux noms également, Londres, London. Et ce que nous dit Kripke, c'est que dans ce cas-là, donc le sujet a ces deux dossiers mentaux, Londres, London, la question se pose de savoir si, quand on pose la question de savoir si ce sujet, Pierre, est-ce qu'il croit, est-ce qu'il pense que Londres est une belle ville? C'est ça la question que pose Kripke. Or, il se trouve que, certainement, ça fait partie de sa représentation de Londres, la représentation qu'il a acquise en France, que c'est une belle ville. Donc il croit assurément que Londres est une belle ville. Mais s'il s'agit de la ville où il vit maintenant, il ne pense pas du tout que ce soit une belle ville. Il pense que c'est horrible. Et donc la question que pose Kripke, c'est que doit-on répondre à la question de savoir si Pierre croit ou non, pense ou non, que Londres est une belle ville? La difficulté, c'est qu'en un sens, Pierre pense que Londres est une belle ville quand il pense à Londres sous le mode de présentation qui correspond au premier dossier mental, celui qu'il a acquis en France. Mais en un autre sens, il pense le contraire quand il pense à Londres à travers le second dossier mental, Londres, la ville où il vit. Dans une situation normale, quand il n'y a pas cette espèce d'écartèlement entre deux dossiers mentaux, une situation normale, c'est-à-dire quand le sujet dont on parle possède un dossier mental unique concernant une certaine entité, dans ces cas-là, on peut rapporter ses pensées au sujet de cette entité sans spécifier le mode de présentation. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de préciser la façon dont il se représente l'entité en question. Il suffit de nommer l'entité et de dire que le sujet croit telle ou telle chose la concernant. Donc avant le transfert à Londres, avant son transfert inopiné à Londres, on pouvait très bien juger à propos de Pierre. On pouvait dire « il pense que Londres est une belle ville », pas de problème. On se contente de nommer Londres et dire « il pense qu'elle est une belle ville ». C'est une façon de rapporter ses croyances ou ses pensées qui est tout à fait correcte et acceptable. Mais après le transfert, quand Pierre a deux dossiers mentaux distincts, on ne peut plus rapporter ses pensées concernant la ville en question en se contentant de la nommer. On a besoin de préciser la façon dont Pierre se la représente, parce que tout dépend de la façon dont il se la représente. Tout dépend du dossier mental, à travers lequel il y fait référence. Et si on persiste à rapporter la pensée de Pierre en spécifiant seulement l'entité à laquelle sa pensée se rapporte, c'est à la référence,
et non le mode de présentation, à ce moment-là, on aboutit dit Kripke à des paradoxes. Kripke, c'est un logicien, ça l'intéresse, justement, parce qu'on aboutit à la conclusion que Pierre pense que Londres est une belle ville. Oui, il pense ça, puisque effectivement, il a cette représentation mentale de Londres comme belle ville. Et, en même temps, il ne pense pas que Londres soit une belle ville, puisqu'il a l'autre représentation mentale. Donc on est forcé de dire, il pense que Londres est une belle ville, et il ne pense pas que Londres est une belle ville. Et ce que dit Kripke, c'est que là, ce n'est pas seulement une contradiction objective dans les pensées de Pierre, c'est nous qui nous contredisons. Quand nous rapportons ces pensées en disant, il pense que Londres est une belle ville, et qu'en même temps, on dit, il ne pense pas que Londres est une belle ville. Ça veut dire qu'on accepte à la fois P et non P. C'est une contradiction. Donc c'est un problème intéressant. En tout cas, je reviendrai un petit peu à cet exemple, mais ce qui est certain, c'est que dans un cas freudian, le sujet, un sujet rationnel, peut croire à propos d'une certaine entité, à la fois que cette entité possède une propriété et, dans le même temps, croire à propos du même objet qu'il ne possède pas cette propriété. Et c'est ce qui se passe dans le cas de Pierre, mais comme dans tous les cas que j'ai mentionnés, comme notamment dans le cas des critiques littéraires, qui attribue à une seule et même personne la propriété d'être un écrivain d'avenir et de ne pas être un écrivain d'avenir. Alors, c'est pour expliquer ce type de situation que la notion de mode de présentation joue un rôle. Je vous ai dit que c'est une notion en quelque sorte un peu technique. Elle a un rôle à jouer relativement à ce type de situation. Le philosophe Steven Schaeffer a bien exprimé les choses en disant, en postulant quelque chose qu'il appelle la contrainte de Frege, qui dit ceci: si un sujet rationnel est disposé à attribuer à un seul et même objet une propriété et son contraire, ça veut dire qu'il y a deux modes de présentation distincts, deux façons distinctes de se représenter cet objet, tel que le sujet attribue à l'objet représenté sous un des modes de présentation la propriété F et attribue au même objet représenté sous l'autre mode de présentation la propriété non F. Et ce que dit Schaeffer, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que sont les modes de présentation, mais ils sont introduits pour jouer ce rôle. À chaque fois qu'on a un cas comme ça veut dire qu'il y a deux modes de présentation différents. On a besoin de ça parce que le sujet est rationnel, donc il ne doit pas se contredire. Donc ça veut dire que les pensées doivent être différentes. Donc on a besoin de postuler cette différence que Frege appelle une différence de mode de présentation, même si, nous dit Schaeffer, on ne sait pas très bien ce que sont les modes de présentation, à part le fait qu'ils jouent ce rôle. Et la question se pose, du coup, que sont les modes de présentation ? On a posé ça, c'est une sorte d'entité théorique. On a besoin maintenant de voir qu'est-ce qui peut jouer ce rôle. Alors cette contrainte de Frege elle-même, elle dérive d'une autre contrainte qu'un autre philosophe, Gareth Evans, a formulée, qui est la contrainte de base, qui porte sur la notion même de pensée. Cette contrainte, que j'appelle ici la contrainte cognitive, dit que deux pensées sont distinctes, s'il est possible à un sujet rationnel d'accepter l'une et de rejeter l'autre simultanément. Donc ça, c'est constitutif de la notion de pensée. Une pensée, c'est quelque chose tel qu'un sujet rationnel ne peut pas adopter des attitudes contradictoires vis-à-vis d'elle. C'est ça qui nous permet de dire que dans les cas freudiens, il y a deux pensées différentes, parce qu'on a un sujet rationnel. Donc quand il dit, quand il pense Ajar est un écrivain d'avenir, et quand il rejette Gary est un écrivain d'avenir, ça doit être deux pensées différentes parce que c'est un sujet rationnel et que si c'était la même pensée, il serait irrationnel puisqu'il rejetterait et accepterait la même pensée au même moment. Donc c'est deux pensées différentes. Et le fait que ce soit deux pensées différentes nous montre que ce qui, dans la pensée, correspond au nom Ajar et correspond au nom Gary, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même concept. Puisque si c'était le même concept, ce serait la même pensée. Donc c'est ça l'argument. Et cet argument que je viens de présenter, on peut le formuler comme ça, enfin, c'est ce que je viens de dire. On ne peut pas individualiser les concepts par leur référence, donc ça réfute la thèse référentialiste dont j'ai parlé la semaine dernière. On ne peut pas individualiser les concepts par leur référence, car si on le pouvait, l'identité de référence impliquerait dans les cas freudiens l'identité des concepts, et l'identité des concepts entraînerait l'identité des pensées, et donc on aurait une violation de la contrainte cognitive.
Ok, donc admettons tout ça. Admettons donc que dans les cas fréliens, on a bien deux concepts distincts qui se rapportent au même objet. Ça montre que les concepts ne peuvent pas être individualisés par ce à quoi ils se rapportent. Et la question se pose de savoir à quoi tient la différence des concepts. Ce n'est pas la référence, puisque c'est la même référence. Donc il y a quelque chose en plus qui sert à individualiser le concept, et c'est ce que Frélu appelle le mode de présentation. Et on doit individualiser le concept, non pas ou pas seulement par la référence, mais on doit faire intervenir le mode de présentation, la façon dont la référence du concept est représentée. Et comme le dit Schiffer, la question se pose de savoir ce que sont les modes de présentation, une fois qu'on sait à quoi ils servent. Alors, ce que nous savons, d'après mes explications informelles des situations des cas fréliens, c'est que dans tous ces cas-là, le sujet rationnel dont on parle, a deux dossiers mentaux différents se rapportant au même objet. Et évidemment, ça suggère, et c'est ce que j'ai envie de soutenir, bien sûr, que le mode de présentation, c'est le dossier mental. Dans les cas fréliens, il y a deux dossiers mentaux. Dans les cas normaux, on n'en a qu'un. Donc si on change le dossier mental, on a envie de dire, on change le concept, même si la référence est la même. Donc ça, c'est la théorie, effectivement, que je veux défendre, mais les choses ne sont pas si simples, parce que la notion de dossier mental elle-même, elle est ambiguë n'est pas le mot, mais enfin, elle reste à préciser. Notamment parce que j'ai distingué la dernière fois le concept et la conception. Et dans la mesure où, alors en termes de dossiers mentaux, concept et conception, le concept c'est le dossier, qu'on peut appeler le véhicule, la conception c'est ce qu'il y a dans le dossier, le contenu. On a cette distinction-là, évidemment, cette distinction est très importante. Mais, compte tenu de cette distinction, il y a une sorte d'ambiguïté dans la notion de dossier mental elle-même. Et c'est de ça que je voudrais vous parler maintenant, c'est de cette ambiguïté. L'ambiguïté, en gros, c'est l'ambiguïté entre le dossier mental en tant que tel, simplement le dossier, et le dossier mental en tant que pourvu d'un certain contenu, avec son contenu, disons. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Et il faut donc le savoir, quand on dit que le mode de présentation ou le concept, c'est le dossier mental, est-ce qu'on veut parler de l'un ou est-ce qu'on veut parler de l'autre? Alors, la distinction entre les deux, c'est une distinction qui me rappelle une autre distinction qu'on trouve en métaphysique analytique, pas que analytique d'ailleurs, en métaphysique tout court, entre deux façons de concevoir les particuliers. Donc, on distingue les particuliers et puis les universaux, comme les propriétés, etc., les choses que les particuliers instancient, ou les propriétés qu'ils ont. Et il y a deux conceptions, qui s'affrontent. Il y a une conception qui nous dit qu'un particulier n'est rien d'autre qu'un faisceau de propriétés, tout le gros paquet des propriétés instanciées par le particulier en question. Et le particulier n'est rien d'autre que l'ensemble de ses propriétés. Donc, si on pense ça, c'est une théorie qui existe. Là, vous avez... Pardon, excusez-moi. Un chapitre d'un livre de David Armstrong où le chapitre s'intitule « Particulars as Bundles of Universals », c'est l'idée des particuliers comme faisceaux de propriétés. Si vous pensez qu'un particulier est un faisceau de propriétés, eh ben, vous allez adopter le principe de l'identité des indiscernables. Vous allez dire que si deux objets ont exactement les mêmes propriétés, ce sont le même objet, ils sont identiques. Mais vous pouvez aussi rejeter ça, vous pouvez dire non, pas du tout. On peut avoir deux particuliers distincts qui ont exactement les mêmes propriétés. Vous pouvez imaginer ça. Et si vous dites ça, vous rejetez ce principe de l'identité des indiscernables. Et on peut formuler les choses comme fait Ted Sider en disant la question, c'est de savoir si vous enlevez toutes les propriétés, est-ce qu'il reste quelque chose ou pas? Si vous avez la théorie que les particuliers ne sont rien d'autre que des faisceaux de propriétés, vous enlevez toutes les propriétés, il n'y a plus rien, il n'y a plus le particulier. Mais si vous pensez que les particuliers ne se réduisent pas à l'ensemble de leurs propriétés, vous pensez que si vous enlevez toutes les propriétés, il reste quelque chose. Qu'est-ce qui reste? Il reste le particulier nu, comme on dit, le substrat, le je ne sais quoi dont parle Locke, qui est derrière l'ensemble des propriétés et qui les soutient, qui en est le support. Donc, particulier nu,
Mais il y a une autre expression, c'est pour ça que j'affiche ici l'image de David Armstrong, métaphysicien australien, qui introduit, je crois que c'est lui qui introduit la distinction entre les particuliers minces, thin particular, et les particuliers épais. Il dit, le particulier mince, c'est ce truc qui, si on adopte cette idée qu'un particulier ne se réduit pas à l'ensemble de ses propriétés, le particulier mince, c'est ce qui reste quand on a enlevé toutes les propriétés, c'est le particulier nu. Et le particulier épais, c'est le particulier en tant que possesseur de toutes ses propriétés. Donc il y a ces deux notions de particulier. Et je propose d'utiliser cette idée et cette distinction et de l'appliquer au cas des dossiers mentaux, en distinguant le dossier mince, c'est-à-dire le dossier en tant que tel, sans le contenu, et le dossier épais. Le dossier épais, c'est le dossier gros de son contenu, avec tout ce qu'il y a dedans. Et la question que je pose maintenant, c'est qu'est-ce qui joue le rôle de mode de présentation dans les cas fréliens? Est-ce que c'est le dossier mince ou est-ce que c'est le dossier épais? Et c'est une question qui est très importante, elle n'a pas l'air, mais elle est importante parce que si la réponse c'est, et je crois que c'est, compte tenu de ce que j'ai dit, que c'est le dossier épais, c'est ça qui joue le rôle de mode de présentation dans les cas fréliens, ben, ça implique dans ce cas que la conception, c'est-à-dire le contenu du dossier, a un rôle à jouer dans l'individualisation des concepts, puisque le dossier épais, c'est le dossier en tant qu'il véhicule une certaine conception, un certain contenu. Et si c'est vrai, et si on continue d'identifier concepts et modes de présentation, ben, il s'ensuit que les concepts ne sont pas individualisés par leur référence, on le sait, mais ils ne sont pas individualisés non plus par la référence et le véhicule, le dossier mince. On a besoin de faire appel au contenu, à la conception, ce qui est tout à fait contraire à ce que j'ai conclu les séances précédentes, quand j'ai dissocié radicalement concept et conception. Donc on a un problème potentiel à l'horizon, sur lequel je reviendrai. En tout cas, pour l'instant, je pose simplement la question de savoir si le mode de présentation, ce dont on a besoin pour rendre compte des cas fréliens, est-ce que c'est le dossier mince ou le dossier épais? Alors c'est une question qui a été discutée dans la littérature, pas sous cette terminologie. On manquait de terminologie, donc je suis content d'apporter cette idée de dossier mince et de dossier épais. Je pense qu'on avait besoin de quelque chose comme ça pour clarifier les choses. En tout cas, selon certains philosophes, et je dois dire que moi-même, j'ai été imprudemment dans ce camp, j'ai soutenu cette idée que je vais officiellement rejeter aujourd'hui. Donc, selon certains philosophes, il suffit pour qu'il y ait une différence de mode de présentation qu'il y ait une différence de véhicule, comme on dit, c'est-à-dire de dossier mince. Il suffit qu'il y ait deux dossiers mentaux distincts, même si le contenu des deux dossiers est le même, c'est ça l'idée. Même si vous avez deux dossiers mentaux distincts, même si vous avez le même contenu, vous croyez les mêmes choses, le fait qu'il y ait deux dossiers distincts suffit à rendre possible un cas frélien. C'est ça que j'ai soutenu, et en un sens c'est vrai, mais le sens... Enfin bon, on va voir dans un instant. Toutes les choses sont complexes. En tout cas, le type d'exemple discuté dans la littérature, que moi-même j'introduisais, c'est des exemples comme l'exemple des écureuils. Il m'est arrivé de travailler sur une terrasse en face d'un gros arbre où il n'était pas rare qu'il y ait des écureuils qui viennent, qui se tournent autour de l'arbre, se pourchassant l'un l'autre. Donc, dans ce genre de situation, la personne que j'étais, donc c'est moi le sujet rationnel, donc je voyais un écureuil en pourchasser un autre. Et on peut facilement imaginer dans ces situations qu'en fait il y a un seul écureuil, mais enfin il tourne vite, et le sujet peut très bien penser qu'il y a deux écureuils, qu'il y en a un qui pourchasse l'autre. Donc c'est un cas où il y a deux dossiers mentaux, pour le premier écureuil, le deuxième écureuil, quelque chose comme ça. Et en fait il y a un seul écureuil. Et donc, bien que dans un cas de ce genre, le sujet ne dispose d'aucune information qui permette de distinguer un écureuil de l'autre. Il y a simplement ces écureuils. Et néanmoins, le fait que le sujet tienne les deux écureuils pour distincts, et qu'il déploie deux dossiers mentaux distincts, signifie qu'il pourrait, le sujet, rationnellement attribuer à un écureuil une propriété qu'il n'est pas prêt à attribuer à l'autre. Par exemple, la probabilité de courir plus vite et d'être sur le point de rattraper l'autre. On peut très bien attribuer
l'écureuil que je vois à un certain moment, lui attribuer cette propriété-là. Tiens, il est en train de rattraper l'autre. Je peux lui attribuer cette propriété. Évidemment, je ne vais pas attribuer cette propriété à l'autre. Donc ce serait un cas un peu comme une sorte de cas freylien. Et donc ce qu'on peut penser, et ce que je pensais, c'est que ce genre d'exemple montre que la seule différence des dossiers mentaux, la seule différence des véhicules suffit à rendre possible des cas fréliens. Ce qui signifie que les concepts, ils doivent être distingués dans les cas fréliens, ce sont bien simplement les dossiers mentaux, les véhicules, les dossiers mentaux minces en quelque sorte. Mais donc j'avais évoqué cette question dans un cours précédent en 2021, mais je reviendrai sur ce que je disais alors, ou plutôt, je vais en parler tout de suite. J'introduisais plusieurs exemples de ce type qui ont été discutés dans la littérature, notamment quelques auteurs qui ont évoqué des exemples de genre, notamment Jim Pryor. Donc, je mentionnais deux de ces exemples. Là, c'est vraiment des extraits de mon cours. Ces textes-là sont tirés du cours. Et un des exemples, c'était Alice, qui croit qu'il y a deux Bob dans l'équipe de baseball locale, parce qu'elle a rencontré un des joueurs, Bob, 2 fois, mais elle ne s'est pas rendue compte que c'était le même. Donc elle a ouvert 2 dossiers mentaux distincts, et puis par la suite, elle a oublié les détails des 2 rencontres, et donc elle n'a plus dans ces 2 dossiers mentaux que de l'information non spécifique, à savoir que c'est un joueur dans l'équipe de baseball locale, et qu'elle a échangé quelques mots avec lui. C'est tout ce qu'elle a, et elle a donc 2 dossiers mentaux avec exactement la même information. Et ce que je disais, c'est qu'on a l'impression que c'est comme un cas freylien. Le sujet est en possession de 2 dossiers mentaux distincts et se trouve donc dans la même situation que le sujet rationnel dans les cas freyliens. Un sujet rationnel qui a ouvert 2 dossiers mentaux distincts, par exemple l'un sur Gary et l'autre sur Ajar, peut attribuer à Gary et Ajar des propriétés contradictoires tout en restant parfaitement logique. Il pense Gary et F, il pense Ajar et non-F. Et la contradiction n'est pas manifeste pour lui puisqu'il se représente le même individu à travers 2 dossiers différents. Et il semble que ce soit la même chose ici. Dans le cas de Bob, il y a 2 dossiers mentaux différents, donc le sujet, Alice, pourrait attribuer à l'un une propriété qu'elle n'attribue pas à l'autre. C'est ça qui suggère que c'est comme les cas fréliens. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, et je le signalais dès le cours en question, où pourtant je défendais plus ou moins, enfin il faudrait aller regarder pour voir si je défendais vraiment ou si j'avais déjà un peu changé d'avis, je ne suis pas très sûr. En tout cas, je fais quand même une petite réserve dans le cours. Je dis, dans nos nouveaux exemples impliquant les dossiers mentaux indistinguables, donc Bob, et puis il y avait un exemple de Feynman que utilisait aussi Pryor, dans ces exemples-là, je dis, le sujet pourrait difficilement attribuer au référent des 2 dossiers des propriétés contradictoires, puisque tout ce qu'il croit de l'un, il croit également de l'autre. Et c'est absolument crucial. Quand on suppose 2 dossiers indistinguables, 2 dossiers distincts mais contenant les mêmes informations, on imagine une situation où c'est tout à fait exclu qu'on ait en fait un cas freylien. Parce qu'un cas freylien, c'est un cas où le sujet attribue des propriétés contradictoires dans un cas et dans l'autre. Donc il y a cette contradiction qui est résolue par le fait qu'il y a 2 dossiers mentaux distincts. Mais là, il ne risque pas d'y avoir cette situation-là, parce que le sujet a exactement les mêmes connaissances sur l'un et l'autre. Donc il n'y a aucune raison qu'il attribue à l'un une propriété qu'il n'attribue pas à l'autre. Et c'est très important, quand on regarde la littérature sur les cas freyliens, on voit que les dossiers mentaux en jeu incluent toujours, véhiculent toujours des contenus différents. Et c'est ça qui explique que le sujet pense des choses différentes dans un cas et de l'autre et soit prêt à porter des jugements contradictoires objectivement. Donc, si on reprend l'exemple de Pierre, c'est complètement évident. Dans son dossier mental sur Londres qu'il a acquis en France, quand il était encore en France, il a entendu parler de Londres, donc il a toutes ces choses, notamment le fait que c'est une belle ville, etc. Il a acquis ces informations sur la base du témoignage, et c'est complètement différent des informations qu'il a sur la ville où il vit à travers l'expérience directe. Ce n'est pas les mêmes informations, ce n'est pas le même contenu. C'est un point qui a été souligné notamment par Brian Lohr à propos de l'exemple de Pierre de Crypty, puisque ce que dit Brian Lohr, c'est qu'il imagine qu'en France, il a appris sur Londres des choses, par exemple le fait que Oscar Wilde y a habité. Mais ça, c'est une information
que le sujet n'a pas transféré dans son autre dossier mental. Et le sujet n'a aucune disposition à s'auto-attribuer la propriété d'habiter dans une ville, quand il habite Londres, d'habiter dans une ville où a résidé Oscar Wilde. Il n'a pas du tout cette pensée-là. Il y a des contenus différents dans les deux dossiers mentaux, et c'est ces contenus qui expliquent que le sujet est... Enfin, dans les cas freudiens en général, c'est parce qu'il y a des choses différentes dans les deux dossiers mentaux que le sujet est prêt à attribuer dans un cas une propriété et dans l'autre cas la propriété contraire. Donc le contenu du dossier joue un rôle. Et c'est évident dans le cas de Hajar et Gary, puisque les critiques littéraires, ils ont des représentations complètement différentes des deux. Ils ont des représentations détaillées qui se rapportent aux livres écrits par l'un et l'autre, à ce qu'ils croient être la biographie de l'un et l'autre, etc. Ils croient que l'un est un jeune homme, l'autre est un vieil homme, etc. Il y a plein de différences. Et ce sont ces différences qui expliquent, au final, leur disposition à penser de Gary que c'est un has-been, alors qu'ils pensent de Hajar que c'est un écrivain d'avenir. C'est parce que le contenu de leur représentation est différent. Et de même, évidemment, Lois Lane, l'amie ou la collègue de Clark Kent, elle a dans ses dossiers mentaux respectifs sur Clark Kent et sur Superman des choses complètement différentes. Dans le dossier sur Superman, elle a tous les exploits de Superman, elle s'intéresse beaucoup, toutes les propriétés de super-héros, etc. Dans le cas de Clark Kent, elle a toutes ces informations qu'elle a à travers la fréquentation quotidienne d'un collègue. Donc on a ces différences, et on a envie de dire que les cas freudiens sont des cas qui impliquent des conceptions différentes dans les deux cas, et que c'est cette différence de conception qui explique la façon dont se comporte le sujet rationnel, qui accepte une pensée quand c'est à travers un certain dossier mental qu'il fait référence à l'individu, et rejette la pensée correspondante quand il se représente l'individu à travers l'autre dossier mental. Ce qui explique cette possibilité-là, c'est la différence de conception. Et ça nous montre que les modes de présentation, ce n'est pas les dossiers minces, c'est les dossiers épais. Si on suit Schiffer en disant que la notion de mode de présentation est directement liée au cas freudien. C'est ce dont on a besoin pour rendre compte des cas freudiens. Ce dont on a besoin pour rendre compte des cas freudiens, c'est de la notion de dossier épais. C'est le dossier mental avec une certaine conception à l'intérieur. Et ça, on ne le voit peut-être pas de façon transparente, mais ça pose un gros problème par rapport au point où nous en étions. Parce que la chose la plus importante à laquelle nous étions parvenus, c'était à cette distinction radicale du concept et de la conception. Le concept est une chose, la conception en est une autre, la conception peut changer, même radicalement, le concept peut rester le même, et même il doit le rester le même à travers les changements de conception pour rendre possible des choses comme le changement d'avis ou les processus rationnels, ou même dans le cas interindividuel, l'accord et le désaccord. On a besoin de dissocier le concept et la conception. Mais ce qu'on a vu, c'est que les concepts, on doit les individualiser non pas seulement par la référence, mais aussi par le mode de présentation. Ça, ce sont les cas freudiens qui nous montrent cela. Et quand on pose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un mode de présentation, on aboutit à la conclusion que c'est le dossier épais. Mais qu'est-ce que c'est le dossier épais? C'est le dossier en tant que véhiculant une certaine conception. Et donc la conception, elle est là dans le mode de présentation. On ne peut pas sortir la conception du mode de présentation, elle est constitutive du mode de présentation. Or, on a fait comme si concept et mode de présentation, c'était la même chose. La question de savoir, on a dit qu'on allait individualiser le concept, pas seulement par la référence, mais par le mode de présentation à cause des cas freudiens. Donc ça veut dire qu'en gros, que concept et mode de présentation, c'est la même chose. Si vous changez le mode de présentation dans une pensée, vous changez le concept, vous changez un constituant de la pensée, donc vous changez la pensée. Souvenez-vous, on avait cet argument par la contrainte cognitive. La contrainte cognitive nous dit qu'un sujet rationnel ne peut pas accepter une pensée et la rejeter en même temps. Dans les cas freudiens, ça impose que les deux pensées, celles que le sujet accepte et celles qu'il rejette, soient des pensées différentes.
Si c'est des pensées différentes, ça veut dire qu'il y a un concept, les concepts sont les constituants des pensées, qui n'est pas le même. Donc, ça veut dire que la façon dont on se représente un objet détermine le concept que l'on déploie pour se représenter cet objet. Et ce n'est pas le même dans le cas où on pense Ajar, où on pense Gary, où on pense Clark Kent, où on pense Superman, etc. Dans tout ça, on a dit, OK, les concepts, c'est les modes de présentation, c'est individualisé par les modes de présentation. Les concepts, c'est radicalement dissocié de la conception. Et maintenant, on est en train de dire que les modes de présentation, ça inclut la conception. Et là, on a ce que les philosophes appellent un anglicisme, une triade inconsistante. Enfin, c'est un anglicisme de dire triade inconsistante, mais là, j'ai traduit une triade incohérente. Triade incohérente, c'est 3 prémisses que vous êtes en train d'accepter et qui, en fait, elles sont incompatibles. Il y a quelque chose qui... Vous ne pouvez pas maintenir les 3 à la fois. Et là, c'est exactement la situation où nous sommes. J'ai employé de façon plus ou moins indistincte concept et mode de présentation dans l'idée, effectivement, qui était l'idée freudienne, qu'on ne peut pas individualiser le concept simplement par la référence. L'identité d'un concept dépend du mode de présentation sous lequel on se représente l'objet. Donc on a plus ou moins identifié concept et mode de présentation. On vient de voir que le mode de présentation, c'est le dossier mental épais et pas le dossier mental mince. Mais on avait établi, et c'était très important, que le concept et la conception, c'est 2 choses différentes. Et que le concept peut persister même si on change la conception. Eh bien, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas garder les 3. Parce que si la conception ne fait pas partie du concept, n'est pas constitutive du concept, ce qui est la 3e prémisse, et si le mode de présentation, c'est le dossier mental épais, c'est-à-dire qui contient la conception, qui véhicule un certain contenu, ben à ce moment-là, on ne peut plus identifier le concept et le mode de présentation, parce que le concept doit être indépendant de la conception, et le mode de présentation inclut la conception. Donc ça ne peut pas marcher, il faut abandonner une des 3 prémisses. Alors, c'est peut-être à cause de ça que, pendant longtemps, j'ai moi-même rejeté ce que maintenant je présente comme la 2e prémisse, en pensant que le mode de présentation, c'était simplement le dossier mental nu, le dossier mental mince, qu'il suffit, dans le cas des écureuils, d'avoir 2 dossiers mentaux distincts, ça fait 2 concepts distincts, et donc 2 modes de présentation distincts, et ça donne la possibilité de cas freudien. Dans cette position-là, il n'y avait pas de contradiction, on n'avait pas la 2e prémisse. On avait simplement le concept, c'est le mode de présentation, et le concept, ça n'inclut pas la conception, c'est le dossier mental nu. Tout allait bien. Mais si on se rend à l'évidence que dans tous les cas freudiens, il y a une différence de conception, et que c'est caché simplement par la modalité, on dit le sujet pourrait attribuer des propriétés différentes, c'est ce que j'ai dit à plusieurs moments. À partir du moment où il a 2 dossiers mentaux différents, il pourrait attribuer des propriétés différentes à l'objet. Oui, il pourrait, s'il acquérait des informations différentes pour mettre dans ses dossiers. À ce moment-là, il pourrait. Mais tant qu'il n'a pas des informations différentes dans son contenu, il ne va pas. Donc, le fait qu'il puisse, c'est une sorte de cache-misère, c'est une façon de passer sous silence la difficulté. Mais si on fait face à la difficulté, on s'aperçoit qu'en fait, non, il faut dire que le mode de présentation, c'est le dossier mental épais. Si on dit ça, ça veut dire que la conception est constitutive du mode de présentation. Et si la conception est constitutive du mode de présentation, on ne peut plus identifier le concept et le mode de présentation. En tout cas, si on maintient l'idée que le concept, lui, il est indépendant de la conception. Donc il y a plusieurs façons de faire. J'ai mentionné le fait qu'avant, je n'acceptais pas l'identification du mode de présentation et du dossier mental épais, parce que je pensais qu'on pouvait dire, dans les cas comme les écureuils, que le mode de présentation, c'est le dossier mental mince. Je pense maintenant que c'était une erreur, mais il n'y avait pas de problème tant que je rejetais cette 2e prémisse. Évidemment, il y a tous ceux qui rejettent la 3e prémisse, que le concept et la conception vivent leur vie séparée, mais ça, c'est pas négociable, je pense. C'est quelque chose de très important dans les théories contemporaines du concept, c'est pas à ça qu'on va renoncer. Donc, vous voyez en gros où je me dirige. Ben, je me dirige
vers la possibilité simplement de progresser un peu dans les distinctions. Les philosophes, en tout cas les gens comme moi, aiment bien faire des distinctions. Donc on va faire plus de distinctions qu'on en faisait, c'est-à-dire qu'au lieu d'identifier le concept et le mode de présentation, on va les distinguer. Donc je garde l'idée que le mode de présentation, c'est le dossier mental épais. La conception joue un rôle dans les cas fréléens. Je garde l'idée que concept et conception, ce n'est pas la même chose. Le concept est indépendant de la conception. La conception peut changer, même radicalement, ça peut être le même concept qui persiste. Et donc ce que je propose, c'est en fait de maintenir tout ce que j'ai dit, mais sans simplement cette identification du concept et du mode de présentation. Le concept en tant que tel reste identique à lui-même à travers les changements de conception, ça je veux le maintenir. Ces changements affectent la façon dont le sujet appréhende le référent. Donc, votre conception, vos idées au sujet du référent, évidemment, ça détermine comment vous vous représentez le référent. Par exemple, les critiques littéraires, dans le cas de Hajar et Gary, ils se représentaient Gary comme ce vieil écrivain qui appartient au passé, qui n'a plus rien à dire, qui a déjà publié tant de bouquins, etc. C'est comme ça qu'il se le représentait. C'est pour ça qu'il disait qu'il pensait que c'était un has-been, à cause de toutes ces choses qu'il croyait sur lui. Donc toutes ces choses qu'ils croyaient sur lui, ça fait partie de leur conception de Romain Gary. Et évidemment, ça affecte le mode de présentation, et c'est sur la base du mode de présentation qu'ils se comportent d'une certaine façon, qu'ils disent certaines choses, qu'ils pensent certaines choses. Donc, de cela, il suit que le mode de présentation, ça n'est pas le concept en tant que tel, le véhicule, cette chose qui persiste à travers les changements de conception. C'est plutôt le concept à un moment donné, en tant qu'il véhicule au moment donné en question une certaine conception. Donc une façon de formuler cette idée consiste à faire appel à l'idée de phase ou tranche temporelle d'un concept. Un concept, et c'est de ça que je vous parlerai la prochaine fois, un concept, j'ai dit, ça persiste à travers les changements de conception. Donc c'est quelque chose, c'est une entité dynamique. Il est temps que je prononce ce mot, parce que c'est dans le titre de mon cours de cette année, la dynamique cognitive. C'est une entité dynamique, ça persiste à travers le temps. Et il y a différentes phases qui sont qu'on pourrait appeler les tranches temporelles du concept. Il y a le concept au moment t, le concept au moment t'. À tout moment, le concept est associé à une certaine conception. Et la conception peut changer, ça signifie qu'à deux moments distincts, ce sera deux conceptions différentes, alors que c'est le même concept. Mais si on regarde le concept à un moment donné, il y a toujours une certaine conception que le concept véhicule. Et dans cette perspective, le mode de présentation, c'est bien le dossier épais, c'est-à-dire le dossier à un moment donné, en tant qu'à ce moment-là, il véhicule une certaine conception. Ce n'est pas le dossier mince en tant qu'entité dynamique susceptible d'être associée à des conceptions différentes à différents moments du temps. Parce que justement, la façon dont le sujet se comporte, ce qu'il est prêt à dire, ce qu'il est prêt à penser, ça va varier dans le temps, ça ne va pas être toujours la même chose. Donc quand on parle de cas fréliens, quand on imagine un sujet qui a certaines attitudes, qui est prêt à dire certaines choses ou à penser certaines choses, choses qui dépendent du mode de présentation, qui dépendent du dossier mental dont il est question,
Quand on imagine ça, on imagine effectivement un sujet qui a un ensemble de dispositions correspondant à toutes ces représentations sur l'objet. Représentations qui peuvent changer. Ce n'est pas quelque chose qui est stable, ça. Donc les attitudes du sujet, ce qu'il est prêt à dire, ce qu'il est prêt à faire, ce pensée qu'il est prêt à accepter ou à refuser, ce n'est pas quelque chose qui est stable. C'est quelque chose qui varie dans le temps, qui dépend de la conception, alors qu'il y a quelque chose qui persiste dans le temps et qui n'est pas dépendant de la conception. Et ce quelque chose, c'est le concept lui-même. Le concept lui-même entre dans les catégories de ce que les métaphysiciens appellent les continuants, les choses qui persistent à travers le temps. Et donc ça va être le sujet du cours de la semaine prochaine, de considérer les dossiers mentaux dont je parle, les dossiers mentaux minces. Ce sont des continuants. Et dans la mesure où on individualise le concept par le dossier mental, finalement c'est ça que je vous propose. Vous vous souvenez que on est parti de cette question de savoir qu'est-ce qui fait d'un concept le concept qu'il est. Et la première réponse que j'ai donnée, c'est une réponse que certains appelleraient inférentialiste pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas entrer, la justification de ce label. Mais en tout cas, selon cette conception, ce qui fait du concept le concept qu'il est, c'est son contenu, c'est la conception. Et on a vu qu'il fallait rejeter cette idée parce qu'elle ne nous permet pas de préserver la stabilité du concept dont on a besoin, étant donné le rôle du concept pour expliquer les relations rationnelles entre des pensées différentes. Donc ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être la bonne réponse, que c'est le contenu. Et la deuxième réponse qu'on a présentée, c'est l'idée que ce qui individualise le concept, c'est la référence, c'est ce à quoi se rapporte le concept. Et on a vu que ça ne peut pas être vrai, parce qu'il y a des concepts distincts qui se rapportent à la même chose. Et c'est ce que montrent les cas fréliens dont j'ai parlé aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui reste? Un concept, et je dis, j'avais présenté, je n'ai pas là cette diapo-là, mais la diapo qui disait qu'à partir du moment où on a la métaphore du dossier mental, j'avais mentionné le fait que les gens qui distinguent concept et conception font souvent appel à cette métaphore du dossier mental. Quand vous avez cette métaphore du dossier mental, vous pouvez distinguer trois choses. Vous avez le dossier lui-même, c'est maintenant ce que j'appelle le dossier mince ou le dossier nu. Vous avez le contenu du dossier, c'est la conception. Et vous avez la référence du dossier, ce à quoi il se rapporte. Donc on a vu que ce qui permet d'individualiser le concept, ce qui fait d'un concept le concept qu'il est, ça n'est pas la conception, parce que si on disait ça, on perdrait la stabilité du concept. Ça n'est pas la référence, parce que ce n'est pas suffisamment fin comme mode d'individualisation, puisqu'on veut faire une place pour la possibilité de plusieurs concepts distincts se rapportant à la même chose. Qu'est-ce qui reste? Le troisième chose, c'est le dossier mental lui-même, le dossier mental nu ou le dossier mental mince. C'est ça qui reste, c'est le véhicule. Donc la première réponse, j'ai dit qu'on pourrait l'appeler inférentialiste. La deuxième réponse, c'est, je l'ai appelé référentialiste la semaine dernière, en disant c'est la thèse référentialiste, ce qui individualise le concept, c'est sa référence. Et la troisième réponse, celle que en fait je défends, l'idée que ce qui sert à individualiser le concept, ce qui en fait le concept qu'il est, c'est le dossier mental en tant que continuant, le dossier mental nu ou mince. Et bien cette thèse-là, on peut l'appeler la thèse véhiculariste. Véhiculariste parce que le concept mince, le dossier mental nu, c'est un véhicule pour le contenu qui correspond à la conception. Donc on a ces trois choses, on a le dossier mental lui-même, le contenu du dossier mental, la référence. Ce qui individualise le concept, ça n'est pas la référence, ça n'est pas le contenu, la conception, c'est le véhicule. Et le véhicule, qu'est-ce que c'est? C'est un dossier mental dans l'esprit, c'est ce que je dis être un continuant, quelque chose que vous acquérez le concept de tigre à un certain moment dans votre existence, et puis vous le gardez tout au long de votre existence, vous avez ce concept de tigre qui vous suit, même si vous croyez des choses complètement différentes au sujet des tigres, vous acquérez des expériences complètement différentes, etc. Mais vous avez votre concept de tigre, c'est un continuant, un particulier mental qui
qui commence à exister à partir du moment où vous formez ce concept. Et typiquement, on forme des concepts souvent sur la base d'une rencontre avec quelque chose qui tombe sous le concept. Donc c'est ça qui sert à individualiser le concept. Le concept, c'est ça, c'est le véhicule, c'est le dossier mental comme continuant, ou ce que j'ai appelé le dossier mental mince. Alors évidemment, si on dit ça, et c'est ce que je veux dire, c'est la thèse que je défends, ben, il faut dire comment on individualise le dossier mental lui-même, évidemment, parce que on renvoie, disons, la question de l'identité du concept, c'est l'identité du dossier mental. Maintenant, on doit dire qu'est-ce que c'est que l'identité du dossier mental. Et ça, ce sera la question que je poserai la prochaine fois. Et en attendant, nous avons encore à écouter dans la deuxième partie de cette matinée, pour ceux qui resteront, l'exposé de Pierre Jacob, que nous attendons avec impatience. Donc ça, ce sera à 11h30. Et en attendant, je vous dis à tout à l'heure peut-être.